Tout le monde est d'accord, ou presque, la Ve République ne fait plus rêver les Français. Alors faut-il la réformer ou bien passer à autre chose, à une Sixième République? C'est ce que prône Paul Aliès. Il a sa petite idée pour réenchanter le rêve et il est notre invité à 26 jours du premier tour de la présidentielle. Bonsoir, merci d'être avec nous Paul Aliès. Vous êtes professeur émérite de sciences politiques à Montpellier, dans le sud de la France. Et vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre Le rêve d'autre chose, changer la République ou changer de République. C'est aux éditions Don Quichotte. Je précise aussi que vous êtes le président de la Convention pour la Sixième République. Alors, disons-le, dès l'introduction de votre livre, vous n'y allez pas par quatre chemins. Je vous cite, « La République doit s'ouvrir à la démocratie. Quand on connaît la vertu associée à ce mot, République, la phrase peut sembler provocante. » Eh bien oui, mais les événements, si ce sont des événements que nous connaissons dans cette campagne, montrent presque par l'absurde combien cela n'est pas excessif. C'est-à-dire combien il est important de faire se rejoindre l'idée de République, la belle idée de République, et celle de démocratie. La Ve République est un régime de très faible intensité démocratique, et on arrive à un stade où elle est même destructrice de la démocratie, telle que l'opinion y aspire. Nous avons beaucoup maintenant, non pas d'expérience, mais de pratiques dites participatives, sans aller jusqu'à nuit debout, enfin des revendications qui sont populaires, de nouvelles générations, et cette République se ferme comme une huître face à toutes ces revendications. Et quand on voit, alors, le personnel politique peut être considéré comme responsable de cette fermeture. Sans doute, la corruption, en particulier, médiocre, grise, telle que nous la voyons. Mais ce sont les institutions qui sont plus fortes que les hommes. Et quelle que soit la rigueur de ces hommes ou femmes qui veulent habiter les institutions, souvenons-nous de Lionel Jospin, la rigueur, la morale, l'austérité, etc. Quelle que soit leur volonté, les institutions finissent par les consommer, par les dominer. Et celles de la Ve République sont responsables de l'irresponsabilité qui frappe aujourd'hui ce personnel politique. Donnez-nous des exemples concrets pour que l'on comprenne bien de quoi sont malades les institutions françaises. Elles sont malades parce que nous sommes un des très rares régimes, en tout cas en Europe, mais même par rapport aux États-Unis, à avoir un système qui produit quotidiennement de l'irresponsabilité politique de haut en bas. C'est-à-dire que le président est irresponsable. Alors, pénalement, c'est devenu un sujet de plaisanterie, le président ne peut être poursuivi. Et d'autre part, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun contre-pouvoir qui puisse l'arrêter. Il peut dissoudre l'Assemblée, pratiquement tout seul. Il nomme, il révoque le Premier ministre, indépendamment de la majorité à l'Assemblée. Il change de politique sans en avertir personne, surtout pas l'Assemblée ou sa majorité à l'Assemblée. Et il continue comme si de rien n'était. On l'a vu avec le dernier quinquennat sur la politique économique et sociale. Il peut dissoudre l'Assemblée, comme l'avait fait Chirac en 97. Il reste en place. Il perd un référendum, comme Chirac aussi en 2005. Il reste en place. C'est un système où tous les actes du président sont frappés du sceau de l'irresponsabilité. Du coup, vous n'avez plus aucune instance, ni les premiers ministres, ni le gouvernement, ni l'Assemblée, ni la majorité, ni non plus les collectivités locales, comme c'est le cas aux États-Unis, qui puissent arrêter ce surpouvoir. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Paul Aliès, que le fameux système qui est tant vilipendeux, disons-le, quasiment par tous les partis politiques aujourd'hui en France, le système, chacun se présente comme le candidat anti-système. En fait, le système, c'est cette Ve République. Absolument, c'est ce que j'ai écrit dans le bouquin. Le système, c'est la Ve République, qui est le mécanisme qui pervertit toutes les autres institutions, les élections aussi. L'élection présidentielle est jusqu'à présent, nous allons voir la prochaine fois, dans un mois, la plus fréquentée par les citoyens, mais elle vide toutes les autres consultations, à commencer par les législatives. Nous sommes le pays, c'est une enquête récente d'Eurostat, le pays de tous les pays membres de l'Union européenne qui est largement en tête de l'abstention. Les abstentions qui, depuis 1993, progressent de manière linéaire, sans jamais chuter, c'est dépendant de si, de manière linéaire que nous sommes aujourd'hui à près de 45% d'abstention à des élections législatives. Et alors, tout cela parce qu'elles suivent bien sûr de manière mécanique et instrumentalisée l'élection présidentielle.
présidentielles, mais aussi parce qu'elles sont dépourvues de sens pour les gens. La majorité législative, vous voyez ce qui s'est passé en 2012, n'a pas de pouvoir sur le président. Ou alors il faut des frondeurs, des dissidents, enfin c'est du 49-3 pour les réduire. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, je vous assure. Alors ce débat sur la 6e République, il existe maintenant depuis près de 10 ans en France, même peut-être 15 ans. Alors il y a bien entendu des cercles de réflexion, il y a des organisations non gouvernementales qui participent à ce débat, des responsables politiques également. On dépasse rarement pour autant le stade du slogan. Pour vous, c'est quoi au juste une 6e République? Vous mettez bien le doigt sur la plaie là, parce que le seul progrès depuis 15 ans, les 15 ans que vous évoquez, c'est que la 6e République est devenue une marque. Aujourd'hui, les deux candidats de gauche, en tout cas tels que déclarés Benoît Hamon et Mélenchon, sont pour une 6e République, même pour manifester les personnes, les gens, les citoyens, etc. Le paradoxe, vous pourrez l'observer par vous-même, c'est qu'on n'est ni de son contenu, ni des modalités du passage à une 6e République. Il y a bien la constituante, mais qui est un mantra qui, depuis la Révolution française, continue à se diffuser selon les moments. Il y a des circonstances en général dramatiques ou dures, comme la Libération, où on recourt à la Constituante. Mais la Constituante n'est pas forcément un fétiche, c'est pas nécessairement le meilleur moyen pour passer à une autre République. C'est quoi le meilleur moyen? Il y a des moyens beaucoup plus simples, qui sont d'ailleurs qu'il faudrait que les candidats qui sont pour la 6e République nous disent qu'est-ce qu'ils font le lendemain de leur élection. Comment vont-ils présider? Est-ce qu'ils vont gouverner comme les prédécesseurs? Est-ce qu'ils vont supplanter le Premier ministre? Est-ce qu'ils vont violer l'article 20 et 21 de la Constitution, qui dit que c'est le gouvernement et le Premier ministre qui conduit la politique de la nation? Ou est-ce qu'ils vont répartir autrement les pouvoirs entre le Premier ministre et le Président de la République? Prenez la Roumanie. Aujourd'hui, c'est une réforme alors. Non, mais c'est une autre pratique. Ouais. La Roumanie? Alors la Roumanie, elle est comme tous les autres, les 13 autres pays membres de l'Union européenne, qui élisent, comme nous, en France, le président au suffrage universel direct. 13 autres pays. Mais aucun de ces pays n'a un président qui gouverne. Un président qui fait tout. La Roumanie, puisque j'en parle, puisque c'est récent, et on est quand même c'est un peu humiliant pour les Français. Certains répondent qu'il y a aussi beaucoup d'instabilité. On l'a vu ces dernières années en Roumanie. Écoutez, l'instabilité, elle produit aujourd'hui le fait que une procureure, une femme qui est procureure, très courageuse, est soutenue par, effectivement, la moralisation qu'a produit dans ce pays l'Union européenne. Et c'est une bonne chose. Eh bien, la procureure conduit des enquêtes qui ne sont interrompues par personne, ni par des théories de complot d'ailleurs, ni par d'autres justiciables, et met dans la rue des millions de personnes. Mais à cause de quoi? Du fait que le président de la République et le Premier ministre s'opposent. Et c'est une bonne chose pour la démocratie. Le président de la République trouve que le Premier ministre n'a pas le droit d'aller aussi loin dans la corruption. Il voulait faire voter une loi qui était une loi scélérate, de ce point de vue. Et les gens... Le conflit des idées fait partie de la démocratie de manière intégrante. Si vous réorganisez le pouvoir exécutif entre le Premier ministre et le Président, comme c'est le cas en Roumanie, comme c'est le cas en Tunisie... Alors voilà, vous citez l'exemple tunisien qui est intéressant aussi. Vous parlez de la Tunisie post-Ben Ali. Oui. Pourquoi vous le citez? Eh bien, parce que, écoutez, la Tunisie, il se trouve que j'ai été invité plusieurs fois, non pas pour écrire la Constitution, mais pour discuter avec des collègues qui s'intéressaient. La Tunisie, pour moi, est assez, j'en parle autant que je peux dans le bouquin, est assez exemplaire. Tant par rapport à la procédure, justement, qui les a fait délibérer une constitution démocratique remarquable, et pas que pour le monde arabe remarquable, y compris pour les Français. Et pendant 2 ans, l'Assemblée nationale, qui a été aussi constituante, ce qu'on n'imagine pas en France, il faut une constituante qui tout à coup se met à délibérer, à les en tirer au sort, enfin bon, bref, de manière tout à fait banale, si on peut dire, a adopté à l'unanimité, ou quasi-unanimité, un texte au bout de 2 ans, qui est un texte exemplaire, notamment pour ce qui concerne les problèmes que nous évoquons, sur la séparation des pouvoirs. C'est toute bête la séparation des pouvoirs. Mais outre que déjà, après des décennies de dictature en Tunisie, c'était un problème plus qu'une solution. Mais ils ont trouvé la solution en gardant à la fois un président de la République qui est au suffrage universel direct, comme chez nous, et un Premier ministre qui a un vrai pouvoir de l'Assemblée. Pendant ce temps, en France, beaucoup de candidats se réclament, quasiment tous d'ailleurs, du général de Gaulle, l'homme qui incarne la Ve République. Alors écoutez, ça c'est un beau sujet, parce que si justement il y a une constitution qui a été faite un peu trop pour lui, on l'a toujours dit, mais après, finalement, on s'est adapté, ou du moins les institutions sont devenues flexibles. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qui est assez pathétique, c'est qu'une grande partie de l'incrédibilité qu'il y a dans cette campagne électorale, c'est que les candidats veulent faire président.
Ouais. Ils veulent le faire président, entre guillemets, c'est-à-dire comme s'ils étaient un président pouvant incarner ce qu'a très bien incarné De Gaulle, qui est un Bonaparte d'exception. En fait, on n'a pas un Bonaparte comme ça sous la main tous les jours. Les partis politiques ne produisent pas des Bonapartes au bon sens du terme, car il y a un bonapartisme populaire dans la tradition française, qui est le chef, qui va au référendum, ce que faisait De Gaulle, 4 fois, il en perd un, paf, il s'en va. C'est le contraire de ce que nous avions évoqué, de Mitterrand jusqu'à Sarkozy, et même jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a effectivement une tradition. Alors les affaires sont aujourd'hui bien entendu l'un des éléments constituants de cette campagne électorale présidentielle. Vous évoquez vous d'ailleurs par exemple aussi les affaires, l'Élysée, les sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en 2008. Aujourd'hui il y a l'affaire Fillon, il y a l'affaire Leroux. Très franchement, on se dit en lisant votre livre que si les institutions évoluent, ça va changer les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'un autre ressort en France, embaucher comme ça des profs? D'où vient ce malaise selon vous? Je l'évoquais là de manière trop cursive, mais il y a une vraie tradition bonapartiste à gauche, et surtout populaire. Vous savez, si on fait le total des régimes qui sont succédés depuis la Révolution française, il y a eu 90 ans de régime, 80 même 13 ans de régime bonapartiste, la 5e incluse bien sûr, et seulement 80 ans de régime parlementaire, démocratique et républicain. C'est minoritaire par rapport aux systèmes bonapartistes qui se sont succédés en ayant des visions larges, enfin je ne discute pas sur le détail. Donc il y a une vraie tradition qui aspire à l'autorité, au chef, au guide, bon, et que d'ailleurs aujourd'hui ces candidats en présence voudraient réincarner. Sauf que ça c'est fini d'ailleurs, on a fait la primaire elle vous inspire quoi? Parce qu'on voit que tous ceux qui sont passés par la primaire, ils sont loin derrière les deux favoris qui eux ne sont pas passés par la classe primaire. Voilà, n'est-ce pas un piège démocratique? Que vous preniez, alors je ne veux pas citer trop de noms parce que ça vous serait imputé, je ne sais où, le CSA, mais enfin, si vous prenez quand même ceux qui ne sont pas passés par la primaire, ils n'en finissent pas de s'imaginer hors parti, au-dessus des factions, comme disait Bonaparte, et comme s'ils incarnaient à eux seuls, même Mélenchon quand même, qui avait fédéré des partis, le Front de gauche, qui n'existe plus, qui interdit maintenant les drapeaux, et les banderoles dans les manifestations pour la 6e République, c'est quand même curieux. Donc il y a l'idée qu'un seul homme peut aujourd'hui décanter des décennies de traditions politiques bonnes et mauvaises, et à lui seul renverser ce courant. C'est une illusion assez dramatique. Merci beaucoup Paul Aliès pour cet éclairage. Le rêve d'autre chose, changer la République ou changer de République, édition Don Quichotte. Merci.